Une économiste camerounaise, Madame Axel Gabou, a écrit un livre pamphlet intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement ?» qu'on pourrait traduire par « Et si l'Afrique refusait l'industrialisation ?» En réalité, ce n'est pas l'Afrique qui refuse le développement industriel, c'est qu'on l'en empêche, comme nous allons le voir dans ce reportage. Pour le comprendre, il faut savoir que l'Afrique est pauvre parce qu'elle n'est pas industrialisée et qu'elle continue à être pourvoyeuse de matières premières, d'où sa misère croissante. Et pour sortir de cette misère, la solution est de transformer en Afrique les matières premières africaines, afin d'y générer un maximum de valeur ajoutée. Et cela, le président Houphouët l'avait très bien compris. En effet, un très proche confident du président Houphouët a révélé qu'avant son décès, le président Houphouët a dit que son dernier vœu, c'est que la Côte d'Ivoire transforme sur place ses matières premières. Car, disait-il encore, sans la transformation sur place de nos matières premières, notre pays sera très pauvre et aura donc de très graves problèmes socio-politiques. Par contre, avec la transformation industrielle, la Côte d'Ivoire sera très prospère et vivra en paix. Et c'est cette Côte d'Ivoire prospère et fraternelle que le président Houphouët, grand visionnaire, voulait léguer aux Ivoiriens. Et, obéissant au président Houphouët, M. Thierry Tan a donc mis en place la société industrielle Ivoire Café. Mais malheureusement, pour notre pays, les événements ne vont pas se dérouler comme l'aurait souhaité le président Houphouët. Dans ce reportage sur la saga Ivoire Café, nous allons vous montrer, à l'aide de documents officiels et de faits réels, comment cette société, porteuse d'espoir pour l'Afrique, a été illégalement broyée par la multinationale du secteur, avec la complicité de certains dirigeants africains, ainsi que ceux de la Banque africaine de développement, dite BAD. Ce reportage comporte deux parties. Premièrement, annulation abusive des contrats par la BAD et machination judiciaire pour détruire Ivoire Café. Deuxièmement, les conséquences de ce blocage de l'industrialisation sur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et, par effet boomerang, sur les migrations clandestines vers l'Europe. Le complot de la BAD contre Ivoire Café s'opère de trois manières. Premièrement, par l'annulation abusive des contrats de la BAD avec Ivoire Café. Deuxièmement, par le harcèlement judiciaire pour faire disparaître Ivoire Café. Et troisièmement, par une féroce campagne de dénigrement contre Ivoire Café et contre Thierry Tan auprès des médias et auprès des institutions internationales. À l'époque, Ivoire Café a suscité un véritable engouement auprès de la population et auprès des partenaires financiers et commerciaux qui lui ont signé des contrats de distribution en Amérique, en Europe et en Asie. En effet, Ivoire Café est porteur d'espoir pour une nouvelle Afrique industrialisée et prospère qui répondait ainsi aux rêves du président Houphouët. De ce fait, Ivoire Café représente un danger pour tous ceux qui veulent que l'Afrique soit seulement pourvoyeuse de matières premières. Tout sera donc fait pour saboter Ivoire Café, notamment en utilisant certains dirigeants de la BAD pour annuler abusivement, sans raison, ses contrats avec Ivoire Café. Et pourtant, Ivoire Café a tout bouclé. Premièrement, Ivoire Café a bouclé son financement par la signature des conventions de financement avec la BAD, la BOAD, Niero, IFU, Mauritius Commercial Bank. Prêt avec la société Ivoire Café, compte rendu à Kassaye Lazare.
Côté BAD, pour la signature de cet accord, M. Ferrat Lounès, vice-président chargé des opérations centrales, et côté Ivoire Café, M. Teritane, président de la dite société. Ils ont signé en présence de leurs principaux collaborateurs et du président de la Bourse des valeurs d'Abidjan, M. Léonaka. Par cette convention, la BAD fait d'une pierre deux grands coups. En octroyant à Ivoire Café un prêt de 1,9 milliard de francs CFA pour le financement d'une usine de fabrication de café soluble à Abidjan et en prenant une participation de 340 millions de francs CFA au capital de la dite société. C'est pour elle le plus important financement fait à un projet privé. Pourquoi la BAD s'engage autant pour Ivoire Café? Chez vous, votre chef d'État et vos autorités depuis très longtemps ont souligné que finalement, pour sortir de la crise à long terme, la seule clé qui vaille, c'est la transformation sur place de vos propres ressources. De moins dépendre des cours des matières premières qui obéissent à des facteurs sur lesquels la Côte d'Ivoire n'a aucun impact, pas plus que les autres pays producteurs d'ailleurs. Valoriser votre production, accroître la partie de la valeur ajoutée qui est réinvestie localement, pénétrer d'autres marchés, diversifier ces échanges avec des partenaires différents. Voilà donc parmi d'autres des raisons qui nous ont incités à apporter notre soutien à ce projet. J'ajoute que ce projet est entre les mains de promoteurs très dynamiques, professionnellement compétents et qui sont des battants, qui peuvent donc montrer ce que la Côte d'Ivoire sait faire de mieux. Les autorités de la BAD ont salué l'initiative et le courage du promoteur du projet, M. Teritane. Elles ont surtout apprécié chez celui-ci sa grande expérience qui a réussi à convaincre les bailleurs de fonds tels que la BAD et la BOAD à mettre presque 4 milliards de francs CFA dans Ivoire Café, ce qui n'est pas facile par le temps qui court. C'est aussi dire toute la portée et l'impact de ce projet sur l'économie ivoirienne. Le 27 mai 1994, le président de la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, a signé avec Ivoire Café deux conventions. Premièrement, une convention de prêt de 1,1 milliard de francs, soit 1 650 000 euros. Et deuxièmement, une convention de participation au capital d'Ivoire Café de 100 millions de francs, soit 150 000 euros. Soit au total 1 milliard 200 millions de francs, soit 1 800 000 euros. Ivoire Café a également signé des conventions de financement avec Niro et IFU, respectivement son partenaire technique et l'organisme danois de financement. Il en est de même avec la Mauritius Commercial Bank, la plus grande banque mauricienne. Pour s'assurer que toute la production d'Ivoire Café sera commercialisée, Ivoire Café a signé des contrats commerciaux de 3 ans renouvelables par tacite reconduction avec les plus grands distributeurs mondiaux et notamment la Sogo Socha Marubeni qui dispose de plus de 600 filiales dans 84 pays. Avec d'autres partenaires asiatiques, Ivoire Café est également présente en Asie, le plus grand marché du monde. On constate que tout ce qui est possible de faire, Ivoire Café l'a fait. Ainsi, toutes les conditions ont été remplies par Ivoire Café. On ne comprend donc pas pourquoi la BAD va tout faire pour détruire Ivoire Café, y compris une féroce campagne de dénigrement contre Ivoire Café pour la faire disparaître. En 1993, inauguration du siège social d'Ivoire Café sur un site qui lui appartient de 30 000 m², situé en plein centre d'Abidjan. Et cela en présence de personnalités ivoiriennes et d'une importante délégation étrangère
dont celle de la Chine, conduite par un ministre chinois. La BAD était également présente à cette cérémonie. Et par la suite, la BAD rendait souvent visite à Ivoire Café. Pourtant, dans son mémoire ci-joint, adressé à la Cour d'appel, la BAD affirmera que le siège social d'Ivoire Café est théorique et même virtuel. Par ce mensonge grossier, la BAD veut faire croire que la société Ivoire Café est purement fictive et qu'elle n'a jamais existé. Or, Ivoire Café existe toujours sur le même site, qui s'est agrandi de 40 000 m² pour atteindre maintenant 70 000 m² à Abidjan Centre. Un tel site ne passe pas inaperçu. Or, pourquoi ce mensonge qui s'ajoute à bien d'autres contre-vérités? Pourquoi une telle volonté de destruction d'Ivoire Café alors que cette société est porteuse d'espoir pour tous les planteurs africains, comme la suite vous le montrera. Que peuvent attendre aujourd'hui les planteurs ivoiriens de cette usine? Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a coutume de dire qu'on est tous planteurs ou fils de planteurs. En fait, il faut reconnaître que ce sont les planteurs qui ont fait la richesse du pays. Les villes dépendent des planteurs et non l'inverse. Quand les planteurs ont de l'argent, les affaires en ville marchent. Quand les planteurs n'ont plus d'argent, les villes meurent. Nous devons, en conséquence, trouver une solution et rapidement pour résoudre les difficultés de nos planteurs. Mais cette solution est en même temps une solution pour sortir le pays de la crise. Et Ivoire Café, en tant qu'usine de transformation et d'exportation de produits finis, est justement une des solutions. D'autant plus que s'il y a une usine sur place, eh bien, nos planteurs peuvent venir ici vendre directement et encaisser directement aussi le produit de la vente. À l'heure où se pose de manière cruciale le problème de la chute des prix de nos matières premières sur les marchés internationaux, on ne peut que souhaiter que cette unité démarre rapidement. Cette cérémonie vous a donné quel sentiment? Je suis très fier de voir que Ivoire Café doit transformer nos produits premiers et va créer encore des emplois pour nos fils du pays. Pour moi, c'est une fierté de voir qu'il y a encore une création d'emplois qui vient s'ajouter, qui cela permettra à nos jeunes gens, à nos jeunes cadres qui sont encore qui n'ont pas encore d'emploi, de pouvoir se suffire. Quelles sont les raisons qui vous poussent à croire à ce projet? Eh bien, la raison, c'est que le café va être encore plus travaillé et que nos planteurs vont progresser. C'est pour déjà dire que le président n'a pas été oublié, que déjà les produits seront encore achetés davantage et c'est encore, n'est-ce pas, une occasion pour nos planteurs d'aller de l'avant. Ce projet a beaucoup de chances de réussir et de pouvoir exporter le café à l'étranger. Vous avez goûté aux échantillons d'Ivoire Café ce jour-là. Et comment trouvez-vous le café soluble à base de Robusta ivoirien? Je le trouve excellent et je préfère toujours le café à la base de Robusta, café ivoirien, au café des autres pays. Alors, dans ces conditions, pensez-vous que le café soluble ivoirien est peut-être apprécié dans votre pays? Oui, tout à fait, absolument. Je peux vous dire déjà que le café ivoirien est beaucoup apprécié dans mon pays. Et chaque fois on part en voyage en Russie, on emporte avec nous les petites boîtes de café soluble de la Côte d'Ivoire, qui est très très recherché et très très prisé par la population russe. Ça, je vous assure. Vous concluez donc qu'on a des chances de conquérir le marché russe avec ce café? Oui, vous pouvez trouver sur le marché russe des bons débouchés pour le café ivoirien. Nous sommes prêts à soutenir ce projet et à l'ambassade on étudie les possibilités
d'appeler les investisseurs russes à investir dans les projets qui pourraient intéresser donc les hommes d'affaires de la Fédération de Russie. Nous travaillons là-dessus. Dès 1994, Ivoire Café était prête à conquérir le monde. Au lieu de féliciter Ivoire Café pour toutes ses réalisations qui concrétisaient le rêve du président Houphouët de voir ainsi la Côte d'Ivoire transformer sur place ses matières premières et exporter ainsi les produits finis à forte valeur ajoutée dans le monde entier. Et cela grâce aux contrats signés avec les plus grands groupes mondiaux de la distribution. Devant un tel succès, pourquoi la BAD a-t-elle brutalement annulé sans raison tous ses contrats avec Ivoire Café? Pour le comprendre, il faut savoir qu'une Côte d'Ivoire industrialisée et indépendante économiquement gêne la multinationale. Pour le malheur d'Ivoire Café, le président Houphouët est décédé en décembre 1993. Son décès a laissé libre cours aux agissements de ceux qui veulent détruire le rêve d'industrialisation du président Houphouët. Et pour ce faire, ils vont utiliser les services de certains dirigeants de la BAD pour détruire Ivoire Café. La suite de ce reportage vous montre comment, premièrement, la BAD a annulé abusivement, sans raison, ses contrats avec Ivoire Café. Deuxièmement, comment la BAD, à l'aide d'un faux rapport d'audit, porte plainte contre Ivoire Café pour la supprimer. Est-ce que vous pourriez lever l'équivoque, tout équivoque sur ce qui s'est passé entre vous et la Banque africaine de développement? Quand je dis vous, je fais allusion à Ivoire Café, bien entendu. Oui, c'est bien ainsi que je l'ai compris. Votre question est très importante, car il est nécessaire de lever tout équivoque qui pourrait vraiment créer des doutes sur le bien fondé d'Ivoire Café. Mais pour bien comprendre ce dossier, permettez-moi de vous décrire la chronologie des faits, rien que les faits. Oui, allez-y. En 1992, la société Ivoire Café s'est constituée. En mars 1993, les services techniques de la BAD ont rédigé un mémorandum disant que la société Ivoire Café est excellente sur tous les plans. Rentabilité très forte, création d'emplois, création de richesses, apport en devises fortes, transfert de technologie, etc. Et ils ajoutent que le promoteur est lui aussi excellent. Alors vous savez que ces qualificatifs sont rarement utilisés par les banquiers. Car les banquiers sont réputés pour être plutôt réservés. Leur langage, c'est plutôt du oui, mais et mais. Ici, il n'y a pas de mais, tout est bon. C'est pourquoi les services techniques de la BAD ont demandé au conseil d'administration de la BAD d'accorder un prêt de 3,8 milliards et une participation de 680 millions à Ivoire Café. Et 2 mois après, à peine, c'est-à-dire le 12 mai 1993, le conseil d'administration de la BAD a donné son accord. Et le 15 juin, c'est-à-dire 1 mois après, le 15 juin 1993, signature par la BAD d'un contrat de prêt de 3,8 milliards et un contrat de participation de 680 millions avec Ivoire Café, soit un montant global de près de 4,5 milliards avec Ivoire Café. Et le 29 octobre 1993, paiement d'une commission bancaire de 38 millions par Ivoire Café à la BAD, qu'il a immédiatement encaissé. Et le 30 mars 1994, eh bien, le Conseil des ministres a adopté la convention d'établissement entre l'État de Côte d'Ivoire et Ivoire Café. Et le 27 mai 1994, la BOAD, un autre bailleur de fonds important, a signé avec Ivoire Café un contrat de prêt de 1,1 milliard et une participation de 100 millions avec Ivoire Café. Et 2 mois après, c'est-à-dire le 6 juillet 1994, eh bien la BOAD a envoyé un avenant pour dire qu'elle double le montant de son prêt à Ivoire Café, compte tenu de la dévaluation du franc CFA. Et le 21 septembre 1994, eh bien la BOAD a notifié à Ivoire Café
l'entrée en vigueur de son prêt. Ça veut dire tout est OK avec la BOAD. Et le 3 novembre 1994, parution dans le journal officiel du décret présidentiel portant convention d'établissement signée entre l'État de Côte d'Ivoire et Ivoire Café. Et cette convention a été signée par 5 ministres. Le ministre de l'économie et des finances, de l'industrie et du commerce, de l'agriculture, de l'emploi à fonction publique et enfin des matières premières. Et le 17 novembre 1994, c'est dire 2 semaines après, lettre de M. Ferhat Lounès, vice-président de la BAD, à M. Niami Angoran, ministre de l'économie et des finances, pour lui dire que les autres bailleurs de fonds d'Ivoire Café veulent venir rapidement à Abidjan pour faire débloquer le financement à Ivoire Café. Mais il ajoute, et je cite, conformément aux discussions qu'ils ont eues entre eux deux, il faudrait, avant cette réunion, remplacer M. Tan, c'est-à-dire enlever M. Tan. Cette lettre montre que la machination était déjà en marche. Et le 25 novembre 1994, eh bien, mine de rien, la BAD a obligé Ivoire Café à lui payer d'autres frais honoraires, ce qu'Ivoire Café a encore payé. Et le 30 novembre 1994, eh bien, la BAD exige pour son décaissement de nouvelles pièces. Ainsi, elle déclare que Ivoire Café, et ça je cite, bien qu'Ivoire Café soit régulièrement constitué et enregistré au registre de commerce, elle n'a pas apporté la preuve de son inscription fiscale. Et le 12 janvier 1995, eh bien, courrier d'Ivoire Café et de son notaire à la BAD pour lui transmettre toutes les pièces demandées. Alors vous savez que toutes ces pièces ont été depuis longtemps transmises à la BAD. Ainsi, lorsque la BAD prétend qu'Ivoire Café n'a pas apporté la preuve de son inscription fiscale, c'est faux. En effet, l'État de Côte d'Ivoire, comme nous avons pu voir, n'aurait jamais signé une convention d'établissement avec Ivoire Café si celle-ci n'était pas régulièrement constituée et si celle-ci n'était pas parfaitement en règle. Et le 5 janvier 1995, le fameux journal économique japonais, le Nikkei, a fait paraître un article très élogieux sur Ivoire Café, disant que l'Afrique se réveille et la Côte d'Ivoire donne l'exemple de la transformation avec Ivoire Café. Et 3 jours après, c'est-à-dire le 8 février 1995, bref séjour du président de Nestlé à Abidjan. Et le même jour, c'est-à-dire le 8 février 1995, par une simple lettre, sans référence, sans aucune référence, avec une seule signature, sa signature, le vice-président Ferhat Lounès a annulé tous les contrats de la BAD avec Ivoire Café, en prétextant que la société Ivoire Café n'est pas régulièrement constituée. Ou, en d'autres termes, que juridiquement, Ivoire Café est une société fictive. Or, si c'était le cas, comment une grande institution comme la BAD aurait pu signer des contrats de 4 milliards 500 millions avec une société fictive? Et si c'était le cas, comment la BAD avait-elle pu encaisser des commissions bancaires de 38 millions payées par une société fictive? Et si c'était le cas, comment l'État de Côte d'Ivoire avait-il pu demander au chef de l'État et à ses 5 ministres de signer une convention d'établissement avec une société fictive et ensuite de la faire paraître dans le journal officiel? Ainsi, force est de constater que l'annulation des contrats d'Ivoire Café par la BAD est totalement abusive. Et elle est d'autant plus abusive qu'elle viole également les clauses du contrat qui lient la BAD à Ivoire Café, et notamment en son article 8. Par ailleurs, les 2 arrêts de la Cour d'appel, statuant tant en matière civile qu'en matière correctionnelle, ont précisé, et là je cite, que l'annulation des contrats par la BAD est abusive. Et je continue. Elle dit aussi que le comportement de la BAD
révèle une véritable intention de nuire à Ivoire Café et à son promoteur. Fin de citation. Un cabinet comptable, c'est toujours quelque chose d'important et de précieux. Et vous semblez dire tout à l'heure que la BAD, la Banque africaine de développement, a fondé toutes ces accusations judiciaires sur un simple rapport d'audit d'un cabinet international. Quel commentaire vous faites? Eh bien, vous savez, pour éviter qu'on ne dise que c'est la parole de Thierry Tan contre celle de la BAD, eh bien, je ne vais donc utiliser que les propres documents de l'adversaire pour vous démontrer ses propres contradictions. Ainsi, concernant l'audit en question, eh bien, ni la lettre de refus de décaissement par la BAD du 30 novembre 1994, ni sa lettre d'annulation des contrats du 8 février 1995 n'ont mentionné à aucun moment le rapport d'audit qui, si cela était vrai, aurait pu lui servir de prétexte pour annuler ses contrats. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est que 2 années après son annulation que la BAD a brandi son rapport d'audit, comme par magie, pour déclencher toutes ces actions judiciaires contre Ivoire Café et contre moi-même. Ah, quelle situation étonnante. Voici une banque qui a annulé de manière abusive ses contrats, sans raison, qui n'a jamais décaissé 1 franc, ni même remboursé les commissions bancaires payées par Ivoire Café, et qui décide maintenant de faire annuler purement et simplement la société Ivoire Café à qui elle doit encore de l'argent, puisque la commission bancaire n'a jamais été remboursée par la BAD. Et pour cela, elle se sert d'un rapport d'audit fabriqué comme suit. 18 juin 1994, lettre du cabinet d'audit demandant à Ivoire Café son accord pour faire l'audit. Le 22 juin, c'est-à-dire 4 jours après, 1994, eh bien, Ivoire Café lui donne son accord, car Ivoire Café ignorait que l'audit cabinet était le commissaire aux comptes de la BAD. Alors, vous savez, c'était interdit, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, comme tout le monde le sait. Mais nous, on ne le savait pas, que le cabinet d'audit était le commissaire aux comptes de la BAD. Et le 6 juillet 1994, eh bien, le cabinet d'audit se désiste de sa mission en disant, et je cite, que son emploi du temps trop chargé et ses voyages à l'étranger l'empêchaient de faire son audit. Et à partir de cette date du 6 juillet 1994, eh bien, nous n'avons plus aucun contact professionnel avec l'audit cabinet, puisqu'il s'est désisté de sa mission et qu'il nous a retourné tous les documents d'Ivoire Café. Et curieusement, 2 années après, la BAD a brandi ce rapport pour nous attaquer. Or, quand on examine ce rapport, eh bien, on constate qu'il contient des contradictions si grossières que même un étudiant de première année n'aurait jamais commises. Ainsi, à la page 3, ce rapport a écrit ceci, et je cite, « Nous n'avons pas pu achever notre audit financier d'Ivoire Café, et de ce fait, nous ne sommes pas en mesure d'émettre un avis. » Or, quand un auditeur dit qu'il n'est pas en mesure d'émettre un avis, il n'est pas en mesure non plus de rédiger un rapport d'audit. C'est pourquoi ce rapport d'audit ne peut être qu'un faux. Ensuite, 2 pages après, c'est-à-dire à la page 5, ce même rapport a écrit ceci. Le 12 juillet 1994, nous avons discuté des résultats avec M. Tan, qui s'est montré préoccupé par nos conclusions. Or, le dit cabinet s'est désisté le 6 juillet en prétextant que son emploi du temps trop chargé et ses voyages à l'étranger l'empêchaient de faire son audit. Et il nous a retourné tous les documents d'Ivoire Café. Comment, dans ces conditions, le dit cabinet aurait-il pu finir ses conclusions pour le 12 juillet, soit 6 jours seulement après son désistement du 6 juillet, et sans avoir aucun document d'Ivoire Café en sa possession?
Et chaque page de ce rapport est ainsi émaillée de contre-vérités qui l'accusent et qui montrent que c'est bien un faux. Au demeurant, l'arrêt pénal numéro 198 du 2 avril 2002 de la Cour d'appel confirme à la page 34, et je cite, que le rapport d'audit du dit cabinet présente toutes les caractéristiques d'un document monté de toutes pièces dans le seul but de nuire à Ivoire Café et à son promoteur. Fin de citation. On ne peut pas être plus clair. Et pour preuve supplémentaire encore, s'il en était besoin, eh bien celui qui avait rédigé le rapport, eh bien il a pris la fuite en abandonnant brutalement, brusquement, son important poste de directeur associé d'un grand cabinet international. Et cette fuite, c'est plus qu'un aveu. Mais sa fuite ne dégage pas pour autant la responsabilité du dit grand cabinet international, dans la mesure où il a été prouvé que le rapport d'audit a été rédigé sur instruction. Et ceci étant, pour la transparence du dossier, je voudrais ajouter que tous ces documents sont à la disposition de tous ceux qui veulent les examiner. Je n'ai rien à cacher. La vérité finit toujours par éclater et elle doit être sue, doit être connue. Car je ne souhaiterais pas que l'on jette la suspicion ni sur Ivoire Café, ni sur les 9 juges qui ont dit le droit au vu du dossier. Justement, puisqu'on parle d'institutions bancaires, on se rappelle que le président de la Banque africaine de développement a dit dans une interview parue dans Fraternité Matin, je crois que c'est Fraternité Matin du 11 mai 2002, que vous avez corrompu la justice. C'est vrai, c'est faux? Ben d'abord, soyons logiques. Dire que la justice est corrompue, c'est dire que la justice donne raison à celui qui lui donne le plus d'argent, n'est-ce pas? Or, je ne suis qu'un petit David face à une grande institution. Donc, je ne pèse pas lourd face à elle, financièrement parlant. Et cette accusation est d'autant plus choquante que dans la même interview du 11 mai 2002, le même président de la BAD a avoué qu'il a lui-même donné 4 milliards à la justice. Et ce don de 4 milliards a été fait à quelques jours du troisième procès qui l'opposait à moi-même. Comme la justice, malgré tout cela, a quand même dit le droit, eh bien le président de la BAD, M. Omar Kabash, s'est fâché et l'a insulté. Eh bien je ne trouve pas qu'il est normal de se comporter ainsi. En ce qui me concerne, je ne peux que rendre hommage à la justice ivoirienne qui a dit le droit par 3 fois de suite au vu du dossier. Voyons maintenant ce qu'en pensent les juges. Quelles sont les décisions des juges concernant cette affaire? Examinons tout d'abord l'arrêt 1384 du 30 novembre 2001. Le dispositif de l'arrêt 1384 de la Cour d'appel stipule ainsi: aucune raison ne sous-tend de tels agissements de la part d'une institution financière qui avait pourtant reconnu la viabilité et la forte rentabilité d'Ivoire Café, et qui, après avoir perçu la commission bancaire de 38 millions de francs, eh bien la BAD a annulé abusivement son contrat de prêt. Et cet arrêt précise également que de tels comportements révèlent une véritable intention de nuire aux intérêts de la société Ivoire Café. Pour tous ces motifs, la Cour d'appel condamne la BAD à payer la somme de 1,2 milliard de francs à titre de dommages-intérêts à la société Ivoire Café. La Cour condamne également la BAD aux entiers dépens, ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'appel d'Abidjan. Examinons maintenant l'arrêt numéro 198 du 2 avril 2002. Nous avons vu que la BAD a toujours basé
toute son argumentation sur le fameux rapport d'audit qui, en réalité, est un document monté de toutes pièces. Pour preuve, le dispositif de cet arrêt pénal, en sa page 28, stipule ainsi. Devant les juges, l'auditeur a reconnu qu'il a rendu les documents reçus d'Ivoire Café le 5 juillet 1994 et qu'il les a rendus le lendemain de cette réception, c'est-à-dire le 6 juillet 1994. Et l'auditeur a également reconnu qu'il a mis fin à sa mission le même jour. Ayant ainsi mis fin à sa mission le 6 juillet 1994 et rendu les documents à Ivoire Café le même jour, l'auditeur a reconnu devant les juges qu'il ne pouvait en aucun cas rédiger un rapport d'audit d'Ivoire Café. Dans ces conditions, le rapport d'audit présenté par la BAD est donc un document monté de toutes pièces, comme l'a souligné l'arrêt de la Cour d'appel. Par ailleurs, le dispositif de cet arrêt pénal stipule clairement en sa page 34. L'action de la BAD contre Tan paraît étrange. En effet, après avoir reconnu dans un mémorandum rédigé par ses propres experts la viabilité et la forte rentabilité de la société Ivoire Café, la BAD s'est engagée, en toute connaissance de cause, d'octroyer un prêt à cette société. Alors que toutes les conditions préalables à l'exécution du contrat de prêt sont remplies par Ivoire Café, et après avoir perçu la commission bancaire de 38 millions de francs, la BAD décide unilatéralement d'annuler le dit contrat et tout autre engagement pris. Et elle décide également de traduire, 1 an après la dite annulation, le PDG de la société Ivoire Café devant le tribunal correctionnel en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'audit présentant toutes les caractéristiques d'un document monté de toutes pièces dans le seul but de nuire à la société Ivoire Café et à son promoteur. Pour tous ces motifs, la BAD est une nouvelle fois condamnée par la Cour d'appel en son arrêt pénal numéro 198 du 2 avril 2002 à payer des dommages d'intérêt à M. Tan. Par l'arrêt numéro 120-06 du 6 avril 2006, la Cour suprême a également condamné la BAD en rejetant son pourvoi en cassation formé le 7 février 2002 par cette institution. Sans avoir décaissé 1 franc, la BAD a annulé abusivement ses contrats. Et poursuivant son œuvre de destruction, la BAD assigne en justice sa victime, Ivoire Café. Et malgré les méthodes quasi mafieuses utilisées par elle, la BAD a perdu tous ses procès contre Ivoire Café et Thierry Tan. Condamné, la BAD fait du chantage auprès du gouvernement ivoirien pour qu'il bloque l'exéquatur, c'est-à-dire l'exécution des décisions de justice, comme l'a avoué M. Bombavré dans la conférence de presse qui suit. L'affaire Thierry Tan, mais surtout les conséquences sur le secteur privé de cette affaire. D'abord, nous déplorons le déroulement de cette affaire. La BAD a saisi la justice de Côte d'Ivoire. En tant qu'institution internationale, c'est son droit de le faire. Mais le faisant, l'institution internationale s'expose au verdict de la justice. La BAD a l'immunité. Ayant l'immunité, personne ne peut l'attaquer. Personne ne peut l'attaquer, en tout cas sur le sol ivoirien. Mais si, en tant qu'institution internationale, elle prend l'initiative de saisir la justice sur une affaire, alors la justice se doit de rendre un verdict. Et ce verdict, il peut être favorable
comme il peut être défavorable. Si le verdict est défavorable, alors il faut l'appliquer. Le problème est sur le principe. Et cela, je l'ai discuté avec le président de la BAD et j'ai été meurtri par une déclaration qu'il a faite qui m'a véritablement assommé. Et ça, je vais le dire aux Ivoiriens. Le président de la BAD m'a dit, faites quelque chose. J'ai dit, mais nous faisons des choses concernant l'affaire Thierry Tall. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de nous immiscer dans les procédures judiciaires. Nous ne pouvons pas le faire. Le président de la BAD a choisi de sanctionner tout le secteur privé ivoirien. On ne peut pas accepter que l'institution africaine choisisse une telle attitude qui vise à étouffer le secteur privé. On ne peut pas l'accepter. Mais ça, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour les autres pays aussi. La BAD m'a dit, faites quelque chose. Et nous faisons des choses concernant l'affaire Thierry Tall. Que diraient les Japonais si un ministre japonais avouait qu'il a torpillé Toyota sur demande de Mercedes ou de Volvo qui ne veulent pas que le Japon construise des voitures? Ce serait un crime de haute trahison pour les Japonais. Effectivement, à la veille de son dernier procès, intenté par la BAD, M. Tall a été jeté en prison sans aucune raison. Par cette manœuvre, la BAD pensait pouvoir gagner ce dernier procès, faute de combattants valides. Et cette manœuvre montre le désarroi de la BAD, qui a déjà perdu tous les précédents procès contre Ivoire Café et M. Tall. Malgré l'insistance de la BAD pour que le procès ait lieu le lendemain, alors que M. Tall, incarcéré la veille, se trouvait dans l'incapacité physique et morale de se défendre, les juges, estimant qu'un tel procès serait totalement inéquitable, ont décidé de le reporter. Comme son incarcération a été totalement injustifiée, M. Tall a pu sortir de prison. Et 3 jours après sa libération, M. Tall, libre, a encore gagné son dernier procès contre la BAD. Il faut noter qu'au cours de ce procès marathon qui a duré plus de 12 heures d'affilée, M. Thierry Tall était encore tout seul pour faire face aux 4 grands cabinets d'avocats qui plaidaient pour la BAD, avec notamment l'ancien ministre ivoirien de la Justice, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats ivoiriens et bien d'autres avocats de renom. Mais estimant que ces grands avocats ivoiriens ne suffisaient pas pour battre Thierry Tall, la BAD a également fait appel à un des plus grands cabinets d'avocats du monde, le cabinet Freshfield, qui dispose de plus de 2500 avocats d'affaires. Et le cabinet Freshfield a envoyé un de ses meilleurs avocats associés, maître Philippe Amo, qui est donc venu à Abidjan pour épauler les autres avocats ivoiriens de la BAD. Bref, la BAD a mis le paquet au parquet. Et pourtant, malgré les moyens gigantesques, légaux et illégaux, utilisés par la BAD, cette institution a encore perdu face à Thierry Tall, le petit David combattant plusieurs Goliaths. Car derrière la BAD se cachent d'autres Goliaths. Ceci étant, dans cette affaire, la BAD a été de nouveau condamnée pour rupture abusive de contrat, pour utilisation de faux documents, de faux rapports d'audit, de manœuvres délictuelles et de bien d'autres motifs, comme vous avez pu le constater précédemment. Humiliée, la BAD s'est fâchée en menaçant de bloquer tout le secteur privé ivoirien. Le comportement de M. Omar Kabache, ancien président de la BAD, est condamnable.
Premièrement, utiliser son propre commissaire aux comptes, le cabinet Deloitte & Touch, pour rédiger un faux rapport d'audit d'Ivoire Café. Deuxièmement, chantage auprès du gouvernement ivoirien. Troisièmement, menace de blocage du secteur privé ivoirien. Quatrièmement, empêcher l'exécution des décisions de justice suite au procès intenté par la BAD elle-même. Cinquièmement, tentative de destruction d'Ivoire Café, porteur d'espoir de l'industrialisation de l'Afrique. Coup de théâtre. 5 années après le départ d'Omar Kabage, la BAD continue à faire pression sur le gouvernement ivoirien. Pour preuve, cette requête du 29 octobre 2009 adressée à tous les membres de la Cour suprême. Et donc voici la teneur. Cette requête fait d'abord le rappel de l'affaire qui oppose la BAD à la société Ivoire Café. Ainsi, le 8 février 1995, la BAD décidait unilatéralement et de manière abusive d'annuler ses contrats avec la société Ivoire Café. Et le 8 septembre 1997, soit 2 années après, la BAD saisissait le tribunal de première instance d'Abidjan pour demander l'annulation de la société Ivoire Café, à qui elle doit encore de l'argent, puisque la BAD n'a jamais remboursé la commission bancaire pour un prêt qu'elle a annulé. Que diriez-vous si vous avez passé une commande à un fournisseur à qui vous avez même versé une caution? Et sans aucune raison, ce fournisseur annule votre commande tout en gardant votre caution. Pire, 2 années après, ce même fournisseur saisit le tribunal pour faire annuler votre société. C'est un cas incroyable. C'est pourtant ce que la BAD a fait à la société Ivoire Café. C'est pourquoi, par arrêt numéro 1384 du 30 novembre 2001, la Cour d'appel a condamné la BAD à payer à la société Ivoire Café des dommages-intérêts pour un montant de 1,2 milliard de francs. Et par acte numéro 0245 du 7 février 2002, la BAD a formé un pourvoi en cassation. Et par arrêt numéro 120-06 du 6 avril 2006, soit 4 années après, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la BAD, rendant ainsi son plein et entier effet à l'arrêt de la Cour d'appel condamnant la BAD. Après ce rappel, la requête poursuit ainsi. L'exécution de cet arrêt, qui condamne la BAD au paiement de 1,2 milliard de francs à la société Ivoire Café, à titre de dommages-intérêts, serait fortement préjudiciable pour cette institution. En outre, dit cette requête, l'exécution de cet arrêt constituerait une menace de troubles graves à l'ordre public. Ce qui sous-entend, d'après cette requête, que les Ivoiriens ne peuvent pas vivre sans la BAD. Or, la BAD a bien quitté Abidjan pour Tunis depuis 7 ans. Et pourtant, cela n'a pas créé le moindre trouble à l'ordre public. Ce qui sous-entend, à contrario, que bloquer l'industrialisation en Côte d'Ivoire et mettre ainsi des millions d'Ivoiriens au chômage n'est nullement une menace de troubles graves à l'ordre public. Mais qu'a fait la BAD pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on la préfère ainsi à l'industrialisation et au développement du pays? Et voici les arguments avancés par cette requête pour présenter les intérêts de la BAD pour la Côte d'Ivoire. Premièrement, dit la requête, la BAD verse 25 milliards de salaires par an pour son personnel. Or, tout le monde sait que presque la totalité du personnel ivoirien a été licencié par la BAD, et cela sans même obtenir des indemnités de licenciement. Donc, en quoi les salaires versés aux étrangers
et déposés par eux dans leurs pays respectifs sont-ils importants pour la Côte d'Ivoire? Deuxièmement, dit la requête, la BAD dépense 4 milliards par an en billets d'avion au profit des compagnies aériennes. On peut se poser dès lors la question de savoir en quoi les intérêts d'Air France se confondent avec ceux de la Côte d'Ivoire. Et troisièmement, la BAD dépense, d'après cette requête, 5 milliards par an en conférences, réunions et tourisme d'affaires. En quoi? Mais ces réunions et tourisme d'affaires, effectués essentiellement à l'étranger, sont-ils importants pour la Côte d'Ivoire? Bref, en quoi toutes ces dépenses montrent que la BAD est d'un intérêt capital pour la Côte d'Ivoire, comme déclarait cette requête à la fin de la page 2. Bien au contraire, cette requête démontre seulement que la BAD peut dépenser des dizaines de milliards par an sans problème. Mais bizarrement, la BAD ne peut pas payer sa condamnation de 1 milliard 200 millions de francs à Ivoire Café, car, d'après la requête, c'est au-dessus de ses moyens. Bref, tous les arguments présentés ne résistent pas à l'analyse. C'est pourtant avec ces arguments que la dite requête demande à la Cour suprême de se dédire, puisque cette même Cour suprême a déjà pris sa décision en 2006 par son arrêt numéro 120-06 qui a rejeté le pouvoir en cassation de la BAD, comme l'a reconnu cette requête. C'est donc un cas unique dans les annales de la jurisprudence, non seulement ivoirienne, mais mondiale. En appui à cette requête, le procureur général de la Cour suprême a joint cette lettre du 29 octobre 2009 pour qu'on continue encore à bloquer l'exécution des décisions de justice condamnant la BAD. Mais tout cela permet de démontrer, preuves à l'appui, que la société Ivoire Café a bien gagné tous ses procès, malgré les pressions exercées sur les juges par le gouvernement pour faire gagner la BAD. Pression faite avant les procès, pendant les procès et maintenant, 4 ans après la décision finale de la Cour suprême. Comme le prouve la conférence de presse de l'ancien ministre de l'économie et des finances et la présente requête. Toutes ces pressions sont faites pour faire gagner à tout prix la BAD. Et cela, malheureusement, au détriment de l'industrialisation du pays dont Ivoire Café est la société pilote. En effet, nous avons vu précédemment que la société Ivoire Café, par ses contrats signés avec les plus grands groupes mondiaux de la distribution, a ainsi ouvert le marché mondial aux produits transformés par la Côte d'Ivoire. C'est bien dommage que la Côte d'Ivoire ait ainsi raté son train de la transformation industrielle qui l'aurait mené vers la conquête du marché mondial. Et tout cela parce qu'on se préoccupe de ce qui serait préjudiciable pour la BAD au lieu de se préoccuper de ce qui est préjudiciable pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Pour preuve, nous allons voir par la suite comment un autre pays, la Malaisie, qui était au même stade que la Côte d'Ivoire il y a 25 ans, a réussi à devenir un pays prospère en appliquant les recettes de la transformation industrielle telles que préconisées par la nouvelle vision de Thierry Tal.